Bonjour tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale que j'avais pas fait depuis des années, que j'avais parlé que je referais pendant le live qu'il y a eu il y a pas très longtemps. Il fut un temps sur ma chaîne, en fait, comme moi j'ai l'habitude de me présenter beaucoup de mangas, je me suis dit, bah pourquoi pas que mes abonnés me proposent également des mangas qu'ils aimeraient bien que je lise et que je présente également. Ça me permettrait d'en faire découvrir parce que je ne connais pas tous les mangas, il y a des centaines de millions de mangas. Donc voilà, je me suis dit ce serait bien que on m'en propose et que je puisse les présenter. Donc c'était un truc que je faisais il y a très longtemps où en gros chaque fin de mois je présentais, voilà, on me donnait une liste, je présentais les nouveaux titres qu'on m'avait proposés et à chaque fois, voilà, je remettais tous les titres et je faisais un tirage au sort parmi tous les titres qu'on m'a donné et voilà, j'achetais les 2 premiers tomes et je les présentais en général dans les jours à venir ou enfin dans les mois à venir. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça parce que c'était un peu compliqué, donc on va reprendre. Donc on m'a demandé de redonner un résumé des mangas. Alors je vais pas trop donner mon avis dessus tout de suite, là on va juste refaire un résumé assez rapide parce que je sais pas combien de temps ça va durer, il y a plus de 60 titres plus ou moins. Donc voilà, je vais essayer de le faire assez rapidement. Donc voilà, donc là ce sera un seul manga, avant j'en faisais 2, sauf que là pour l'instant on va rester sur un peu, quand ça ira un petit peu mieux, quand j'aurai fini le déménagement tout ça, on repartira peut-être pour 2, mais là on reste sur 1. Donc voilà, je me suis étendu, donc là on fait la présentation des mangas. Donc on a Ed Creek. Ed est un lycéen blasé à la tête dure comme l'acier, véritable terreur pour les proviseurs de tous les lycées. Il déteste l'école, il n'apprécie pas vraiment qu'on le titille, lorsque cela arrive sa réponse est aussi simple qu'efficace, un bon coup de boule et l'affaire est pliée. Ce caractère bien trempé lui a d'ailleurs valu d'être renvoyé de tous les lycées qu'il a fréquentés. Un jour, alors qu'il se sert de canettes à sa façon, les mains dans les poches, balançant un grand coup de tête dans le distributeur pour faire tomber la boisson, Ed est repéré par un vieil entraîneur à la retraite. Ce dernier est bien décidé à enrôler Ed pour compléter une équipe mystérieuse, mais il y a une chose qu'Ed déteste bien plus que l'école, c'est le foot. Oui, ok, donc un petit peu particulier. Nous avons Whispering, les voix du silence. Koji est aujourd'hui un lycéen ordinaire, mais lorsqu'il était enfant, il avait une capacité unique, celle d'entendre les pensées de tout ce qui l'entoure, les objets, les plantes, les animaux, mais aussi et surtout celle de ses proches. Très vite, ce don s'est en réalité révélé être une malédiction ostracissante. Ses parents eux-mêmes commençaient à craindre leur enfant qui pouvait, sans le vouloir, connaître leurs pensées les plus intimes. À l'adolescence, Koji a perdu ce pouvoir et il a réussi désormais tant bien que mal à s'intégrer au lycée, mais un jour il croise la route d'un petit garçon qui, comme lui autrefois, possède ce don. D'abord réticent et indifférent, voire effrayé, il va finalement se prendre de sympathie pour lui et décider de l'aider au même moment. Un changement s'opère en lui, excusez-moi. Remember, une terrifiante légende urbaine circule parmi les élèves du lycée d'Oma. Une créature surnaturelle, la rouge sang, hanterait les couloirs de l'établissement sous les traits d'une fillette de 11 ans couverte de sang de ses victimes. Le quotidien d'Asuka et de 5 de ses camarades bascule le jour où, frappés par le maléfice de la rouge sang, ils se retrouvent condamnés à revivre sans arrêt le même cycle funeste. Transportés tous les soirs à la même heure dans l'enceinte de l'école, ils sont pourchassés puis inéluctablement massacré par la créature infernale avant de ressusciter le matin suivant. Nuit après nuit, le rituel macabre se répète jusqu'à ce que les lycéens comprennent qu'il n'y a qu'un moyen de briser la malédiction: retrouver les 8 parties du corps du victime de la rouge sang éparpillées dans tout le lycée. J'aime bien le résumé de celui-là. Le maître des livres. Dans le maître des livres, Umiharu Shinohara nous amène à la bibliothèque pour enfants, la Rose Trémière. Dans celle-ci, on rencontre Miko Shiba, un bibliothécaire connu pour son fort caractère et son goût immémorable pour les livres jeunesse. De nombreuses personnes adultes ou enfants viennent lui demander conseil, tel un sommelier des livres. Miko Shiba trouve toujours le bon livre qu'il faut au bon moment au fil des rencontres et des histoires. On s'aperçoit que cet homme s'apparence si dur, excelle non seulement dans son métier, mais se révèle également extrêmement charmant. Pourquoi pas. Lui c'est du Dreaming Sun, vie tes rêves. Shimana est une lycéenne mal dans sa peau depuis le décès de sa mère. N'arrivant pas à trouver sa place au sein de sa nouvelle famille, elle décide alors de fuguer. Chemin faisant, elle rencontre un drôle de jeune homme qui lui propose de lui louer une chambre dans sa maison, mais uniquement sous 3 conditions.
expliquer les raisons de sa fugue, retrouver les clés égarées de la maison et surtout révéler son rêve le plus précieux. Mais Shimana, elle n'a pas de rêve. Commence alors pour la jeune lycéenne une colocation qui changera sa vie à tout jamais. D'accord. Devin Line, la société des hommes n'est pas celle que l'on croit. Sans le savoir, elle abrite une population de vampires qui côtoient les humains tout en simulant leur vraie nature. C'est ainsi que Tsukasa, étudiant à la ville tranquille, va faire l'âpre découverte sauvée de justesse par un homme nommé Anzai. Elle comprend que ce dernier n'est autre qu'un membre d'une brigade spéciale chargée de neutraliser les vampires ayant franchi l'interdit boire du sang humain. Au contact de la moindre goutte, ces créatures deviennent des monstres incontrôlables, animés par une rage folle que le jeune Anzai, être hybride, a de plus en plus de mal à maîtriser. Une irrésistible attirante née entre Tsukasa et Anzai dont la soif de sang ne cesse de s'accroître et en sa présence, vampire humain, prédateur et proie. Last Note, le bois de santal nécromantique, tel est le produit bien particulier qui se vend dans une petite boutique d'un quartier populaire de Tokyo. Lorsqu'on le brûle, l'âme du défunt que l'on souhaitait revoir apparaît dans les fumées, excusez-moi. La boutique est tenue par Haru et Aki, deux jeunes hommes au charme troublant dont les origines sont elles aussi bien mystérieuses. Un jour, Emilu, la petite fille de leur fournisseur de Santa nécromantique, fait l'éruption dans la boutique et bouleverse leur vie à tous les trois. Real Life, ça pareil, j'en ai beaucoup entendu parler celui-là. À 27 ans, la vie d'Arata est loin d'être celle qu'il imaginait. 10 ans plus tôt, sans travail, sans petite copine, il n'a même pas le courage d'avouer à ses amis qu'il est sans emploi et se force à jouer la comédie. Son erreur a été de démissionner de son premier poste seulement 3 mois après son entrée dans l'entreprise. Sur un CV, ça ne pardonne pas. Chaque entretien d'embauche se solde par un échec. Cerise sur le gâteau, sa mère lui porte le coup de grâce en lui annonçant la fin de son soutien financier d'ici 1 an. Arata est au bord du gouffre quand le mystérieux Ryo Yaka, employé de l'institut de recherche Real Life, frappe à sa porte et lui propose de participer à une expérience de réinsertion sociale qui passe par une année de retour au lycée. Le jeune homme n'a rien à perdre, il avale la pilule qui lui redonne l'apparence de ses 17 ans et reprend le chemin de sa terminale. Sa nouvelle vie d'adulte parmi les ados commence. Ça, c'est un titre qui me paraît bien drôle. Le voyage de Kuro. Kuro veut dire noir, homme ou sorcière. Kuro est une réalité, une jeune fille qui voyage en portant un cercueil sur son dos. Son compagnon de voyage est une chauve-souris parlant du nom de Sen. En traversant les villages, ses rencontres se multiplient. Parfois elle inquiète, elle terrifie, mais sa quête l'amène à aider de nombreuses personnes, prouvant qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Le quotidien monotone de la jeune fille va être égayé par la découverte de Sanju et Nijiku, deux jumelles aux oreilles et à la queue de chat, qui semblent avoir des pouvoirs très spéciaux. Grâce à elle, un sourire éclaira de temps à autre le visage de la jeune fille, et le mystère qui entoure son voyage s'éclaircira comme une brume qui se lève. Excusez-moi si je galère des fois, mais quand tu dois lire plein de résumés, c'est un peu compliqué au bout d'un moment. Vincent Boy, 1997, Kenji dirige un convini et porte constamment sur le dos le bébé de sa sœur, que sa sœur lui a confié avant de disparaître mystérieusement. La mort d'un ami d'enfance va réunir la bande de ses copains qui, lorsqu'ils avaient 10 ans, construisaient le monde avec des yeux d'enfant. Ami, le gourou d'une secte, va croiser le chemin de nos amis sans raison apparente, mais pourtant ils semblent être en étroite relation avec leur passé. Nijihiro Togarashi. Tiens, le dessin me dit vaguement quelque chose. C'est pas celle qui a fait Ranma d'ailleurs, ça? Non, peut-être pas. Non, ça me fait penser... Non, c'est autre chose, sur Terre, à une époque indéterminée, à la mort de sa mère, la jeune Shishimi apprend l'existence de 6 demi-frères et sœurs nés au même père inconnu et de mères différentes. Ils décident de partir à leur recherche, mais tous sont la cible d'un mystérieux assassin aux ordres du frère du shogun, que le secret partage donc les 7 frères qui essaient jusqu'à plus haute sphère du pouvoir. Qui effraie jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Je me suis rendu compte que j'ai dit une connerie. Wingman. Kanta Hirono est un jeune collégien rêveur dont le souhait le plus cher est de devenir un vrai héros, un justicier qui combat les forces du mal. Et son vœu va être exaucé quand il recueille Ao Yume, la princesse du royaume de Podream. Cette dernière vient de fuir son monde pourchassée par l'infâme Rimmel qui a renversé son père et veut désormais s'emparer du Dream Note, un cahier sur lequel tout ce que l'on écrit ou dessine devient réalité. Ouais, ça dit vaguement quelque chose, mais bon, la série est beaucoup plus vieille que Death Note, donc rien à voir. Shin-chan, ça m'a bien fait rire quand on m'a proposé ce titre-là. Shin-chan est un petit garçon de 5 ans qui n'a qu'une seule idée en tête, faire des bêtises. Il en fait voir de toutes les couleurs à sa famille, son école et ses amis. C'est un résumé très bref, mais très vrai.
Tu seras un saumon, mon fils. Pour Chion, finir le concours de branlette avec fini les concours de branlette avec ses potes. Sa mère vient en effet de se remarier avec un nouvel homme et le voilà forcé de déménager dans une région où il ne connaît rien ni personne. Mal reçu dans sa nouvelle école, il devient très vite la tête de turc et ne trouve pas non plus sa place dans son nouveau foyer. Le jeune lycéen va évacuer toutes ses frustrations dans la rivière. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le voilà devenu le père de Summon, l'homme poisson. Son quotidien en sera à jamais modifié. Effectivement, ça a l'air bien spécial. Mais on m'en a dit beaucoup de bien. Vagabond Miyamoto Musashi est un ronin, un samouraï errant. Il parcourt les routes du Japon à la recherche des plus grands breteurs afin de parfaire son art et de devenir un jour le meilleur samouraï de l'archipel. Musashi voyage donc à la rencontre des plus grands kenjutsu afin de parfaire son art. De son côté, Mutahashi essaie vaillamment de changer pour mériter son nouveau nom de Kojiri Sasaki. Ok. Homonculus, 15 tomes celui-là. Mangaka né en 1968, Hideo Yamato débute sa carrière en mettant en image le manga Ship, scénarisé par Iko Takasho, auteur également de Ishi the Killer, adapté au cinéma. Les termes récurrents de son œuvre sont les arts martiaux, les yakuza, l'esprit humain et les déviantes sexuelles. Homonculus, manga dérangeant en soi, propose à lui seul une bonne partie de ces thèmes. Vaut-il la peine d'être lu pour autant? Donc voilà, là après ça devient méga long. Donc, ah oui, c'était la critique, excusez-moi, c'était pas le résumé. Attendez, je vais juste redire le résumé, excusez-moi, j'avais mis la critique sans faire exprès. Vous êtes un SDF et votre seule fortune est votre voiture, pas un super modèle, juste une à laquelle vous tenez. Mais voilà que du jour au lendemain, même cela vous est enlevé. Comment allez-vous remonter la pente en acceptant l'argent qu'on vous offre en moyennant votre trépanation? Vous pourrez en sortir diminué, mais vous pourrez en sortir grandi, ou vous pourrez ne pas en sortir tout court. D'accord. Ayako, terminant 3 tomes, l'immédiat après-guerre au Japon, l'occupant américain impose ses volontés aux vaincus ex-Sang dans un but démocratique. Les effets de la réforme agraire se font sentir jusque dans la région reculée du nord de Tokyo, Yodoyama, où la famille de grands propriétaires Tanga faisait la loi jusque-là. Jiro Tanga, prisonnier de guerre, tout juste rapatrié, est devenu un agent secret au service des forces américaines. Il retrouve une famille dont les liens se sont singulièrement dénaturés. Maudite par sa naissance, sa sœur, la petite Aiko, sera le jouet du destin. Ok. Cobra, ça c'est une grosse série Cobra. Là c'est 24e siècle, c'est ça? Oui, je dis pas de bêtises, c'est 24e siècle. L'univers est gangréné par les organisations mafieuses interplanétaires, dont la plus puissante est celle des pirates de l'espace. Un seul homme a osé leur tenir tête, les plus grands corsaires de l'espace. Cobra, il dissémine dans son avant-bras artificiel un canon laser, le rayon Delta, arme unique et redoutable. Il est secondé par sa fidèle androïde Armanoid. Yu Yu Hakusho, par l'auteur d'Hunter x Hunter. Yusuke Urameshi, 14 ans, est un parfait voyou en herbe dont la seule occupation est de se battre, considéré comme de la vermine par ses professeurs, évidé par ses condisciplines. Il éveille même la méfiance des commerçants du quartier. Un jour, alors qu'il sèche les cours, il saute sur la route pour sauver la vie d'un jeune garçon et se fait écraser par une voiture à sa place. Mais Yusuke n'était pas destiné à mourir ce jour-là et l'enfant devait s'en sortir même sans son intervention. Il a donc pas de place prévue dans l'au-delà pour lui. Il lui est alors donné la possibilité de ressusciter, mais pour cela, il va falloir réussir l'épreuve que lui impose Enma, le juge des portes des enfers. Il lui faut faire éclore un œuf qui déterminera par sa nature bonne ou maléfique s'il est digne ou non de retourner sur Terre. Commence pour lui une série d'aventures accompagnée de Botan, la guilde du fleuve Zanzu, et où il lui faudra s'illustrer et prouver qu'il a sa place dans le monde des vivants. Ah, c'est crevant, mais j'avance bien. Poupelle et la vie sans ciel. Était une fois une ville isolée du monde entourée de falaises hautes de 4000 mètres, une ville remplie de cheminées. Du matin au soir, de la fumée s'élevait de partout et couvrait le ciel de nuages. Enfermés sous une brume noire, les habitants n'avaient jamais vu de ciel bleu, ni d'étoiles briller. Cette histoire est celle de la fabuleuse rencontre entre Poupelle, une créature née d'une montagne de déchets, et rejeté par tous, et Lubichi, un jeune ramoneur, un grand cœur, une forte amitié va naître entre eux et le mènera malgré les obstacles vers un merveilleux voyage par-delà les nuages. Ok, t'as terminé en un tome celui-là. Et en couleur. La dame de la chambre close. Par une nuit d'orage, Hiroshi est dérangé par vers les 2 heures par une étrange femme qui tambourine à la porte de son voisin. Alors qu'il sort pour lui expliquer que son voisin semble absent, la jeune femme s'invite chez lui afin d'utiliser son téléphone
quel mal lui a pris ce jour-là, car depuis, elle lui empoisonne la vie. C'est Sadako le truc en gros, enfin on dirait ça plus ou moins. Je vais juste voir l'image parce que... Ouais, je sais pas. Peut-être. Hokuto no Ken, bien sûr, bien connu, Ken le survivant en l'an 1900. Hein, la Terre a été consumée par l'enfer des flammes atomiques, asséchant mer et océan pour ne plus laisser qu'un vaste étendue désertique où la violence règne en maître. C'est dans ce monde de mort, de sang et de larmes que se trouve le dernier espoir de l'humanité, messie du monde post-apocalyptique. Au torse orné de 7 cicatrices, Kenshiro erre à la recherche de sa bien-aimée. Il découvrira bientôt que nul n'échappe au destin de Hokuto Sonken, arts martiaux meurtrier dont il est l'ultime héritier. La légende de la longue épopée du sauveur de cette fin de siècle ne fait que commencer. March come in like a lion. Rei, 17 ans, est un joueur professionnel de shogi, jeu d'échecs version japonaise, mais Rei est aussi une adolescente meurtrie par la mort de ses parents et de sa petite sœur. Alors qu'il vit une vie de solitaire, il fait la rencontre de 3 sœurs qui vont lui redonner le goût à la vie. À leur contact, il va petit à petit ouvrir les yeux sur lui-même et sur les personnes qu'il rencontre sur son chemin. Il s'ouvre au monde, mais découvre aussi la difficulté du chemin qu'il a choisi de suivre. Sensu, ça c'est une série que j'aimerais faire pour le coup. Oh c'est long. Êtes-vous sûr que personne ne s'invite chez vous pendant votre absence? Ne vous est-il jamais arrivé en regardant votre domicile à la fin de la journée de remarquer d'infimes changements? Un coussin qui aurait légèrement changé de place sur le canapé, une bouteille de jus de fruits un peu moins remplie que lorsque vous l'avez rangée dans le réfrigérateur, le matin une bouteille de shampoing que vous étiez persuadé d'avoir fermée mais que vous trouvez ouverte. Vous vous êtes fait la remarque puis vous êtes passé à autre chose, car après tout c'est très probablement votre mémoire qui joue des tours, quoi d'autre. Pour Yuko, c'est la réalité ordinaire. À première vue, cette jeune fille de 21 ans s'est évaporée pour échapper à sa vie d'avant. Nous ne le voyons pas, mais elle est là, juste sous nos yeux. Elle vit chez nous pendant notre absence, allant d'un appartement à un autre selon les besoins de ses envies. Si cette nouvelle existence se déroule dans l'insouciance et l'enthousiasme, Yoko déchante rapidement. Elle se croit seule dans son cas. Elle va découvrir toute une société parallèle où la violence est omniprésente, immigrés clandestins, criminels en cavale ou simples citoyens ayant tourné le dos à la société pour des raisons plus ou moins avouables. Les sensus se disputent nos domiciles, qu'elles appellent des nids, s'affrontent dans de sanglantes guerres de territoire et se livrent à des vendettas qui tournent volontiers au massacre. Moving forward. Sourire pourquoi? Sourire pour qui? Pour masquer ses blessures ou exprimer sa joie? Kuko, jeune lycéenne, affiche toujours un sourire radieux, mais autour d'elle, personne ne semble soupçonner que derrière cette apparence bonne humeur se cache une profonde douleur. Ni son père, ni Kiyo, son voisin métis, ni Ibuki, son ami d'enfance, fan de shoujo manga. Seul Uta, jeune étudiant en école d'art, réussit à lire en elle au-delà des apparences, car en réalité, depuis sa plus tendre enfance, Kuko souffre d'une absence, de celle d'une mère décédée lors d'un grand séisme de Kobe. Alors, pour exorciser tout son mal-être, la jeune fille aime tenir son blog photo sur lequel elle poste sa vision du monde à travers le regard des animaux, mais l'arrivée dans son quartier d'un garçon plus perspicace que l'autre pourrait bien chambouler son quotidien. Les chants des souliers rouges. Kimitaka rêve de devenir basketteur et Takara danseur de flamenco. Malheureusement, l'un comme l'autre manque de talent pour exceller dans sa passion. Un jour, il se retrouve par hasard sur le toit du collège alors que Kimitaka est sur le point de jeter ses baskets rouges et Takara ses souliers rouges de flamenco. Bien qu'ils ne se connaissent pas vraiment, la conversation s'engage, chacun dévoile son envie de changer de vie et comme pour symboliser cette volonté, ils échangent leurs souliers et décident d'embrasser la passion de l'autre, une nouvelle vie, sauf désormais à eux. C'est très particulier, mais pas mal. Ascension, très connu, Ascension également. Du souffle où il en faudra pour poursuivre ce récit à la fois allaitant et contemplatif qui place les lecteurs en contact rugueux de la montagne sur le chemin ouvert par Buntaro Mori. Celui-ci, ombrageux et solitaire, n'a jamais cherché à s'intégrer à la société. Mais au détour d'un défi lancé par un camarade de classe fan d'escalade, il entreprend la périlleuse ascension d'un bâtiment scolaire. En atteignant le toit, il se sent réellement vivant pour la première fois de sa vie, jusqu'ici rongé par l'ennui. La découverte de l'alpinisme va ensuite lui révéler un talent inné et lui faire découvrir une incroyable sensation de plénitude qui agit comme une drogue. Chacun a sa passion. Good morning little Boyad Rose. Parce qu'il souhaitait prouver à son père qu'il pourrait arrêter ses études, à la sortie du lycée, le jeune Tetsu a commencé à travailler comme employé de maison pour les prestigieuses familles Karasawa à la demeure surnommée la maison au sommet de la colline. Le lycéen se doit de respecter une seule règle, surtout pas s'approcher de la petite annexe du jardin dans laquelle réside cloîtrée la jeune fille malade de la famille Karasawa. Pourtant, un jour, son regard croisera celui de la mystérieuse Shizu
Aussitôt attiré par son sourire, empli de tristesse, Tetsu se permet alors de braver l'interdit. Il ne s'imagine pas encore de nombreux secrets qu'entoure la jeune fille. Qui est-elle vraiment? D'accord, les fleurs du passé. Saint-Josei, je me demandais ce que c'était. Azuki est tombé sous le charme d'une jeune fleuriste de 30 ans, Roka, incapable de lui faire part de ses sentiments, et se contente d'aller chaque jour lui acheter une plante. Se satisfaisant de ce maigre contact qu'il a avec elle, lassé de cette situation et de l'impressionnante collection de plantes s'entassant dans son appartement, il va avoir la chance lui sourire lorsque Roka cherchera de l'aide pour tenir sa boutique, se faisant immédiatement engager. Azuki, ravi, se dit que son rêve devient enfin réalité, mais ce qu'il n'aurait jamais pu prévoir, c'est qu'un concurrent inattendu lui barre la route vers son idylle. En effet, Azuki va se rendre compte que l'objet de ses désirs est hanté par le fantôme de son ex-mari, Shimao, et qu'il est le seul à pouvoir le voir et l'entendre. Comme Azuki surmontera-t-il l'intrusion d'un fantôme dans ses efforts pour construire une relation amoureuse? Roka est-elle vraiment capable de trouver l'amour après la perte de son mari? Et quelle douleur peut bien ressentir Shimao en assistant à une romance naissance entre sa femme et un autre homme? C'est une bonne question. Shisakobe. Shigiju, jeune charpentier, perd ses parents et l'entreprise familiale d'Eitome dans un incendie, se rappelant les paroles de son père, quelle que soit l'époque dans laquelle on vit. Ce qui est important dans l'humanité est la volonté. Il fait le serment de reconstruire Daitome, mais son retour à la maison natale accompagne de l'arrivée de Ritsu, amie d'enfance devenue orpheline, qui embauche comme assistance, et de 5 garnements au caractère bien trempé, échappés d'un orphelinat. La cohabitation va faire des étincelles. D'accord. Tokokaido. L'excentrique docteur Tamaki mène des recherches sur le cerveau à 19 ans et demi, à un petit fragment de voiture qui est resté dans son cerveau suite à un accident. Et depuis ne peut s'empêcher de dire à haute voix tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il pense. Anna, 21 ans, peut être soudainement prise d'un orgasme n'importe quand, et même en public. Le cerveau de Marie, 6 ans, ne perçoit pas les gens qui l'entourent et elle vit dans un monde isolé. Il n'y a aucun autre contact humain à part elle. Hideo dit avoir des super pouvoirs et peut entrer en contact avec les extraterrestres. Ok, donc un peu perché mais pas mal. Tokyo Alien Bro. Tokyo Alien Bro raconte les péripéties de 2 extraterrestres envoyés sur Terre afin de déterminer si leur race pourrait s'y installer. Prenant la forme de 2 étudiants baptisés Fuyonosuke et Natsutaro, ils posent un regard candide sur leur quotidien et tentent de dialoguer avec les autochtones, avec un talent aussi fortuit pour certains pour faire naître le quiproquo. Il s'agit également pour les 2 frères d'apprendre à vivre ensemble. Si le cadet est un incorrigible charmeur toujours débordant d'enthousiasme, l'aîné est plutôt craintif malgré ses airs de fier à bras. De l'art subtil du rendez-vous amoureux au concept du deuil, du goût de thé à celui du lierre, ils s'efforcent de percer les innombrables mystères de leur nouvelle vie en prenant garde de ne pas dévoiler leur véritable nature, car le postulat de science-fiction du scénario est davantage qu'un moyen pour Keigo Shunzo de mettre leur aile à distance et de créer des situations comiques. Les corps des héros sont plutôt délicats et le moindre accident menace de les défigurer ou de les exproprier temporairement, sans parler des effets menaces spectaculaires de certains aliments sur leur capacité physique. Quelle conclusion ces visiteurs de l'espace vont-ils tirer de leur observation et quand pensent-ils à préserver leur couverture? J'ai plus de voix. Normalement je suis pas loin de la fin, si je dis pas de bêtises. Pas encore, non. Ah non, il en reste. J'ai plus beaucoup de voix moi, hein. J'espère que ça ira. Je ferai en 2 fois s'il faut. Nana, la première est rêveuse, rigolote et sensible, mais cœur d'artichaut, un brin capricieuse, et loin d'être indépendante. La seconde est plus mature, déterminée, un peu mystérieuse, mais peut-être d'une froideur qui glace le dos. Toutes 2 s'appellent Nana, et ont un attrait pour l'art et ont vécu en province. Toutes 2 vont connaître l'amour et décider de partir pour Tokyo. Série qui a jamais été finie malheureusement, et série qui marche énormément, je sais. Full Metal Panic, très connu, la jeune Shidori Kaname menait une vie paisible jusqu'à l'arrivée de Sosuke Sagara. Avec ses allures de commando ambulant à la gâchette facile, les ennuis ne font que commencer. Poupa, un père violent envers sa femme et ses enfants, une mère souffrante d'absence, puis l'abandon. Voici l'environnement dans lequel se sont développés Utsushi et sa petite sœur Yume. Aujourd'hui éloignée de ses parents indignes, le jeune garçon s'est juré de protéger Yume coûte que coûte, mais un jour, alors que celle-ci l'attend tranquillement dans un parc, elle se transforme en un monstre sanguinaire qui tue tous les êtres vivants à proximité. C'est ainsi que commence la folle histoire de ces 2 enfants maudits. Mad World, sous ce titre seraient regroupés 3 one-shots écrits par Otsushi et dessinés par Hiro Kiyohara.
Oui, excusez-moi, je fatigue. Aera va passer sa jeunesse dans un isolement conditionné par sa timidité. Elle rêve d'avoir un téléphone portable, de pouvoir communiquer avec des gens, de partager son existence, ses envies, ses peines. Durant un cours, elle perçoit dans sa tête une sonnerie de téléphone semblable à celle qu'elle rêverait d'utiliser dans ses rêves. En décrochant, elle entre en communication avec un jeune garçon Nozaki doté de la même capacité qu'elle. Ainsi va se nouer une amitié à travers le temps et l'espace, mais dans le dessin est très incertain. Ça fait beaucoup penser à Your Name, ce truc-là. Noura. Ouah, gros résumé. Petit-fils d'un yokai, Noura Ryukyu a en lui un quart de sang yokai, ce qui lui permet un jour, alors qu'il est âgé de 8 seulement, de se transformer et d'obliger les yokai à le suivre pour sauver ses camarades. Cependant, se transformer n'est que temporaire, et au réveil, il ne se souvient de rien. Et même si au départ, il était fasciné par ces monstres et rêvait également il rêvait d'égaler un jour son grand-père, Nouraririon, commandant des yokai, il refusera par la suite de devenir comme eux. Cependant, les monstres forment immédiatement des clans et se disputent pour savoir s'ils peuvent être leur chef. Certains le considèrent même déjà comme tel et l'appellent maître. Noura finira-t-il par accepter sa nature de yokai, ou continuera-t-il de fuir cette réalité? Quoi qu'il choisisse, ce sera pas facile. En effet, il n'est pas aisé de vivre normalement lorsque nos camarades décident de nous inclure dans leur club d'enquête sur les yokai et de se réunir chez nous dans notre maison remplie de ces monstres, d'autant plus que parmi ses membres, le club compte une fille de la famille Donmyoji, des tueurs de démons. D'un autre côté, s'il accepte de devenir commandant des yokai, tous ne sont pas d'accord d'être sous ses ordres, certains rêvent même de l'anéantir.